OK, on va commencer. Vous entendez déjà mon accent américain. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Betsy Paril, Paril Pesard, mais aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qui s'appelle La méditation de pleine conscience, avec des astuces pour gérer plus sereinement la journée de travail. Et vous verrez que j'ai plusieurs activités. J'ai une société de conseil qui s'appelle Connection Leadership, que j'ai fondée il y a 6 ans. Connection Leadership est spécialisée dans la transformation des entreprises, la transformation digitale, business et culturelle. Et nous accompagnons les entreprises et d'autres types d'organisations dans leur programme et leurs projets. Et puis, je suis la coprésidente de Mindfulness Solidaire. Mindfulness Solidaire anime des programmes de méditation, de leadership, d'intelligence émotionnelle pour des personnes qui sont en prison, qui sont dans les centres d'hébergement d'urgence. Et aussi, nous animons des programmes également pour les travailleurs sociaux, pour tous les acteurs du système social. Et donc voilà, il y a cette activité associative. On est un collectif d'instructeurs de méditation. Je travaille aussi avec une application que vous avez peut-être entendu parler. Vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Petit Bambou. Et Petit Bambou est une application de méditation avec des programmes. Et je prête ma voix au programme en anglais. Et puis, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Réveiller sa vie par la méditation de pleine conscience », où je vous invite à découvrir une pratique qui s'appelle Punk Mindfulness. Et c'est une initiation à la méditation pour les personnes qui ne sont pas nécessairement intéressées à la base par la branche de bien-être. Il y a une approche en fait assez cartésienne à la pratique. OK. On peut se demander aujourd'hui quel est l'agenda de notre conférence. Donc, nous allons avoir un premier temps où nous allons, je vais vous partager avec vous quelques informations sur la méditation et le travail. On peut se demander pourquoi on s'intéressait à la méditation dans un milieu professionnel. Et puis par la suite, on va pratiquer, on va tester les pratiques. Nous allons travailler sur la méditation, sur la respiration. Je vais vous inviter à voir, à tester. Par la suite, on va travailler sur la prise en compte des émotions. Et puis, une troisième partie sur la relation aux autres et sur l'écoute généreuse. Dans les années 70, il y a eu une évolution forte sur ce sujet parce qu'il y a eu un programme qui s'appelle MBSR, peut-être certains d'entre vous connaissez. C'est le Mindfulness Based Stress Reduction. Et dans, en fait, je peux le dire en français, la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Et avec ce programme, on a pris des pratiques contemplatives et on a créé un programme laïque à but thérapeutique pour des personnes qui étaient à l'hôpital. Et c'était créé par quelqu'un qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Et Jon Kabat-Zinn était un professeur de biologie moléculaire et a créé ce programme à la faculté de médecine de l'Université de Massachusetts. Et à partir de ce moment, il y a eu ce programme qui consiste en 8 séances sur plusieurs semaines.
Et on a commencé à voir qu'il y avait des bienfaits, il y avait des effets bénéfiques pour les participants. Et en fait, on a commencé à avoir des études scientifiques qui ont été menées sur la méditation. On a commencé à s'intéresser à qu'est-ce qui se passe exactement quand on médite. Et on est toujours au début, même s'il y a des milliers d'études qui ont été menées, mais il y a des tendances fortes. Et puis, il y a aussi des études qui ont été faites dans plusieurs domaines. On voit que l'expérience décrite par les personnes peut être particulièrement bénéfique. Alors, ce n'est pas une panacée. Le mindfulness, c'est que tout le monde qui s'accroche et qui s'intéresse à ce sujet. Moi, je voudrais vous inviter à venir vers cette pratique avec beaucoup de liberté. Je pense que c'est important que la méditation ne devienne pas un énième dictat de la société. On n'est pas obligé de méditer. On peut venir vers la méditation en se demandant qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est intéressant pour moi? On peut s'interroger sur toute son expérience. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'ai envie de l'explorer? Et puis, vraiment prendre toute sa liberté pour voir comment on aborde cette pratique. En tout cas, c'est comme ça que j'invite les personnes que j'initie à explorer cette pratique pour que ça ne devienne pas une pression supplémentaire. Parce que nous savons que la pression, ça fait partie de notre vie quotidienne. Les environnements professionnels sont remplis d'exigences et une invitation à la performance et aussi un certain niveau de stress. Il y a une densité d'informations à laquelle nous sommes exposés. Il y a un rythme accéléré aussi. Et puis, on peut dire qu'il y a une grande volatilité dans les conditions et on l'a vécu là, en fait, on est toujours en train de vivre avec la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. On est dans un monde où on ne sait pas comment ça va se passer. En fait, notre vie professionnelle a été chamboulée, bousculée par ce qui s'est passé dernièrement. Et dans nos quotidiens, on a dû gérer les besoins professionnels et aussi les besoins de notre vie privée. Et jongler l'ensemble, parfois avec un sentiment d'anxiété ou un excès de stress ou une fatigue émotionnelle, des éléments en fait qui ne sont pas, qui ne sont plus des choses exceptionnelles. J'ai vu une étude de Harvard qui montrait que 80% des consultations médicales chez le médecin étaient liées au stress d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est intéressant de voir en fait comment à la fois il y a cet intérêt grandissant pour la méditation, mais qui est sûrement lié à ce qu'on est en train de vivre en tant que société. Alors, une raison pour laquelle les entreprises en particulier, parce qu'aujourd'hui, le mindfulness, au début, c'était identifié comme un moyen thérapeutique. Aujourd'hui, c'est rentré dans toutes les sphères de la société. Avec l'éducation, il y a des programmes dans les écoles et il y a des programmes dans les entreprises. Et puis, ça touche également à d'autres sphères de la vie comme le sport, la parentalité. Aujourd'hui, le mindfulness commence à être de plus en plus présent et on peut se demander pourquoi est-ce que l'entreprise s'intéresse à ce sujet. Je vais vous donner la définition de la mindfulness. Je pense que c'est intéressant à voir. Et vous avez une photo de Jon Kabat-Zinn que j'ai mentionné, qui a créé le programme MBSR, le Mindfulness-Based Stress Reduction. Et c'est une définition qui est très utilisée, qui vient de Kabat-Zinn, que la pleine conscience, le mindfulness, c'est l'état de conscience
qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger et sur l'expérience qui se déploie moment après moment. Donc, on peut regarder ça rapidement pour voir que déjà, c'est un état de conscience qui va être généré quand on va poser l'attention là, dans ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait au hasard, c'est qu'on est formellement en train de diriger notre attention vers ce qui se passe là à l'instant. Et puis, on va travailler sur l'aspect de jugement. Dans la pleine conscience, en fait, on ne juge pas. On va accepter même si c'est juste pendant quelques instants, que voici l'état dans lequel je suis, voici en fait la situation dans laquelle je me retrouve. Même si on voudra le changer, pendant le temps qu'on consacre à la pleine conscience, à la pratique de la pleine conscience, on va prendre ce point de départ qui est l'acceptation. Et on va regarder l'expérience qui se déploie moment après moment. Et on peut voir en fait ce moment présent dont on parle de plus en plus, c'est quelque chose de mouvant. En fait, là, c'est le moment présent. Mais maintenant, c'est le passé, en fait, ce moment que je viens de désigner. Et là, en fait, c'est le moment présent. Et donc, le moment présent, en fait, c'est comme un flou. Le temps est vraiment en mouvement et c'est très difficile pour nous de rester présent. On est constamment distrait par les notifications sur nos ordi, par toutes les applications que nous avons sur notre téléphone. Quand on essaie de se concentrer, on est appelé, on a des textos, on a d'autres personnes autour de nous aussi qui ont besoin de choses. Et on peut sentir qu'on est extrêmement sollicité et et en fait, nos vies sont très chargées. Et on peut se demander... voilà, en fait, quelle est cette invitation à venir se poser, être présent. Et parfois, je fais le lien avec d'autres choses dans notre vie parce que, en tant qu'Américaine, je viens vers la France avec beaucoup de curiosité. Et pour moi, en France, il y a des éléments de pleine conscience qui sont déjà dans la culture. Et parfois, on n'en est pas nécessairement conscient parce que c'est votre environnement habituel. Donc, quand on dit la pleine conscience, on dit quelque chose de très abstrait, très nouveau, alors que parfois quand on est en vacances et on se pose devant un paysage et on se laisse être là sans nécessairement penser à autre chose que ce sentiment de connexion et de présence. Là, ça, c'est un moment de pleine conscience. Un autre exemple, c'est que quand je suis devant un repas délicieux, gastronomique, je vais parfois prendre le temps de vraiment goûter les aliments et je vais porter vraiment mon attention à la dégustation. Et quand je le fais intentionnellement et je suis en train de savourer les choses, ça c'est aussi quelque chose, en fait, un état qui est proche de la pleine conscience. Donc, on a des moments de notre vie où on sait se poser, mais souvent, en fait, c'est associé à des temps qui sont hors la vie professionnelle. On ne se dit pas que dans la vie professionnelle, il va falloir en fait que je retrouve cette présence que j'ai quand je vais en vacances et je regarde une montagne ou à la mer. Et dans cette conférence ce matin, je vais vous inviter à explorer cette idée que vous, dans votre quotidien, dans la densité de la journée, dans la masse d'informations, dans la masse de sollicitations, que vous avez la possibilité de vous poser, de porter votre attention sur votre expérience et voir en fait, ce qui se passe chez vous. Et quelque part, vous traitez avec une certaine importance, comme vous le faites pour des amis, pour d'autres personnes que vous aimez. La mindfulness, parfois, je l'ai décrit comme une invitation à être un bon ami pour soi-même.
Alors, j'étais en train j'avais mentionné le lien entre la mindfulness et quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, l'intelligence émotionnelle. Nous avons trouvé dans les études un lien étroit entre l'intelligence émotionnelle qui intéresse beaucoup les entreprises et le développement professionnel. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les entreprises. On a appris, on a compris que notre capacité à développer notre intelligence émotionnelle était liée à la performance qui est très recherchée dans l'environnement professionnel. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de moi, mon monde intérieur avec les sensations, avec les émotions, et à gérer en fait ces réactions envers moi-même et aussi envers les autres. Et puis non seulement d'être conscient de toute cette matière émotionnelle, mais savoir prendre cette matière pour m'aider et pour aider les autres à atteindre nos objectifs communs. Donc, quelque part, on peut dire que c'est une forme de leadership qu'on exprime à travers notre intelligence émotionnelle. Et les entreprises ont vu à travers les études que quand on développe l'intelligence émotionnelle, il y a une capacité à saisir les situations au travail plus facilement. Il y a une plus grande efficacité, un meilleur relationnel qui est si important dans l'environnement professionnel. Et on a vu, et c'est une des raisons pour lesquelles on parle de la mindfulness au travail, on a vu qu'il y a un lien entre l'intelligence émotionnelle, ce besoin en fait, cette capacité à comprendre la matière émotionnelle qui est moins visible, et la mindfulness. Parce que la mindfulness est une famille de pratiques qui vont nous aider à augmenter notre intelligence émotionnelle. Parce qu'on va porter l'attention sur notre expérience. Et à l'intérieur de cette expérience, il y a les émotions. Et on va reconnaître l'importance de nos émotions. C'est quelque chose en fait qui nous permet de nous comprendre, de prendre des décisions, d'aider les autres, d'encourager les autres à aller vers ce qu'on a décidé de créer ensemble, nos missions communes. Donc, l'intelligence émotionnelle qui est importante dans nos vies professionnelles et la mindfulness qui permet d'augmenter ses capacités à développer l'intelligence émotionnelle, qui augmente nos capacités, nos compétences émotionnelles, parfois on le dit. Et tout cela, en fait, est basé sur les neurosciences, où on voit, en fait, que l'intelligence émotionnelle, c'est en fait la mise en conversation des parties rationnelles de notre cerveau et les parties, le siège émotionnel. Et donc, en fait, ce qui se passe avec la mindfulness, quand on pratique la méditation, c'est qu'il y a ces circuits qui vont être renforcés par la pratique. Et avec les IRM, on a pu voir, en fait, il y a eu aussi, en fait, cet aspect technologique où on a vu que en fait, on a pu avoir une image de l'activité cérébrale et on a vu en fait qu'il y avait des circuits neuronaux qui étaient renforcés, activés par la méditation et on a vu en fait quelque part le renforcement des parties rationnelles du cerveau, le néocortex, et puis une activité moins importante dans la partie émotionnelle. Puis le lien entre ces deux, qui est le lieu, on peut dire, le lieu physique, en fait, de l'intelligence émotionnelle. Une autre raison pour laquelle les entreprises s'intéressent à la méditation, c'est parce qu'il y a ces études scientifiques qui associent la pratique aux bienfaits pour la santé mentale et physique. Là, j'ai listé quelques études qu'on trouve, qui sont citées très souvent. Et comme en fait, il y a
un besoin d'équilibre et de plus de bien-être associé à nos environnements professionnels, les entreprises s'intéressent également à la méditation pour sa capacité à nous aider à préserver notre santé. Donc, la réduction de l'hypertension, du cholestérol, la stimulation du système immunitaire. Il y a des études qui montrent que cela accélère la guérison, surtout c'est une étude qui a été faite sur le psoriasis, on peut mesurer les plaques et on voyait qu'avec la méditation, il y avait une guérison plus rapide. Il y a l'utilisation plus efficiente de l'oxygène par le corps, une réduction du niveau de stress, de l'anxiété, une augmentation de la résilience, moins de fatigue émotionnelle et puis en fait les capacités cognitives qui peuvent augmenter. Donc, ça, c'est des études qui sont très intéressantes, qui montrent des tendances. Et comme je vous ai dit, on est encore au début de ce qu'on est en train de trouver. Il y a besoin d'encore beaucoup plus de travail pour pouvoir vraiment comprendre comment la méditation affecte notre corps et notre cerveau. Mais les tendances sont montrent en fait beaucoup de bénéfices. Et donc, aussi dans les organisations, pour les études qui ont été faites sur les organisations qui ont entamé des programmes pour les salariés, on a observé dans les entreprises moins d'absentéisme, moins de turnover, moins de coûts liés à la santé et une évaluation par les salariés d'un sentiment augmenté de satisfaction et d'efficacité. Donc ça, c'est le lien entre la méditation et le travail. Et ce que je voulais vous inviter à faire maintenant, c'est essayer quelques pratiques. Dans l'intelligence émotionnelle, il y a plusieurs éléments. Et le premier élément, c'est la relation à soi. Et dans la méditation, il y a une invitation à poser l'attention ici sur l'expérience. Et je vais vous inviter, si vous êtes d'accord, à faire une pratique avec moi où je vais vous guider et vous allez voir. Et je vous invite vraiment à explorer la pratique, voir en fait comment c'est en fait d'avoir cette expérience. Et puis avec de la curiosité, un peu comme un chercheur dans un laboratoire, observer son expérience. Comment est-ce que c'était pour moi en fait, quel est le lien entre cette possibilité de faire une pause et le quotidien que vous êtes en train de vivre. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment analyser votre expérience et faire le lien entre ce qu'on voit là et votre quotidien. OK. Donc, la relation à soi. Cette idée que nous allons apporter une attention pour notre propre expérience et pour ce corps qu'on est en train d'occuper. Cette idée que cette expérience est importante, qu'elle est aussi importante parce qu'on a énormément de choses qui sont importantes dans notre quotidien professionnel. Et s'il y a des personnes ici qui sont en train de vivre des moments de stress, en fait, je pense qu'on est très nombreux. Je me rejoins à vous. Moi-même, en fait, j'ai une vie professionnelle passionnée, parfois palpitante, parfois un peu trop chargée avec beaucoup d'activités, avec une envie de ralentir et le sentiment que c'est difficile, parfois impossible. Et cette possibilité de revenir à soi, c'est très disruptif. Il n'y a personne qui nous demande de porter l'attention à soi. Tout ce qui se passe mène notre attention vers l'extérieur, vers le téléphone, vers l'ordinateur, vers d'autres personnes. Et puis, en fait, quand on pose l'attention vers l'intérieur, c'est pour réfléchir aux dossiers qu'on a besoin de traiter, aux événements qu'on a besoin de caler. En fait, c'est quand on va vers l'extérieur, il y a encore, vers l'intérieur, pardon, il y a encore l'extérieur qui est là.
Et donc, on va voir, en fait, on va observer en fait, ce monde intérieur. Ok, ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà explorer la posture. Et si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez poser vos pieds à plat sur le sol. Vous pouvez trouver un peu peut-être un peu plus de droiture, on parle de dignité dans votre colonne vertébrale en le dressant un petit peu. Comme on est toujours face à des ordinateurs, on a une tendance à se pencher vers l'avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué que souvent les écrans sont en bas de notre vue et en fait c'est comme et là depuis des mois on est souvent en visio, on n'est pas plus à côté des personnes, donc on ne tourne plus la tête, en fait on ne lève très peu les yeux. Donc dans cette posture, je vais vous inviter à ouvrir la cage thoracique un petit peu, à remettre le crâne au-dessus de la colonne vertébrale et en fait à sentir en fait cette dignité qui s'installe dans notre corps quand on fait ça. Et même sans commencer à méditer, en fait, on a déjà commencé à rentrer dans la pleine conscience parce qu'on porte une attention au corps et à ses besoins. Donc, vous pouvez poser les pieds à plat sur le sol. Essayez de voir en fait si vous pouvez équilibrer droite à gauche en fait sur le siège. Sentir en fait cette cage thoracique qui s'ouvre et sentir en fait cette colonne vertébrale qui se dresse avec le menton qui rentre un petit peu. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux ou si vous ne voulez pas fermer les yeux, vous pouvez projeter le regard un petit peu devant vous. Et je vais vous inviter pendant quelques instants. Les mains, en fait, vous pouvez les poser soit sur la table, soit sur les genoux, dans une position confortable. Les pieds sont posés sur le sol, le corps est posé sur le siège. Pendant quelques instants, juste posez l'attention là sur le corps. Où est-ce que vous sentez votre corps? Est-ce que vous pouvez sentir le poids de vos pieds sur le sol? Est-ce que vous pouvez sentir le contact avec le siège? Est-ce que vous pouvez sentir la colonne vertébrale dans toute sa splendeur, bien droite? Et pendant quelques instants, je vais vous inviter à porter l'attention vers le souffle. Et sentez l'air qui rentre à l'intérieur du corps et l'air qui ressort. L'air qui rentre par les narines, la gorge, les poumons et l'air qui ressort. Et pendant ce temps, vous allez avoir des pensées qui arrivent, des distractions. Vous allez peut-être penser à d'autres choses que vous avez à faire, une tension, une douleur peut-être qui est dans le corps. Et à chaque fois que vous êtes un peu distrait, que l'attention s'égare, je vous invite à prendre votre attention et à le replacer à nouveau sur le souffle, sur l'air qui rentre et qui sort. Et vous allez faire ça avec beaucoup de douceur et avec de la bienveillance envers vous-même. Si c'est possible. Parfois, on a une critique intérieure qui peut être un peu dure avec nous. Mais là, en fait, dans la pratique de la méditation sur le souffle, je vais vous inviter à vraiment
vraiment essayer une nouvelle posture intérieure. D'apporter un peu de tendresse à vous-même, un peu moins d'exigence, un peu moins de critique. Et pendant quelques instants, votre seul travail, c'est d'observer votre respiration. Pendant quelques instants, il n'y a rien à réussir, rien à atteindre, rien à obtenir, rien à comprendre. C'est très simple, je pose l'attention sur la respiration. Dès que l'attention s'égare, dès que je le vois, que je le remarque, je le récupère. Un peu comme un enfant qui apprend à marcher, qui va s'égarer. On voit qu'il va être en danger, donc on le prend et doucement, on le ramène sur le chemin. Et chaque fois que l'attention s'égare, on le ramène vers la respiration. Et encore quelques respirations comme ça. J'observe l'air qui rentre, l'air qui ressort. Je m'offre ce cadeau d'être présent à mon expérience. Et doucement, quand vous vous sentez prêt, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Peut-être à vous étirer un peu, parce qu'après un moment dans l'immobilité, on a envie de bouger. Je vous invite à étirer vos bras. Et puis, je vous invite à vous reconnecter. Donc, voilà, si vous avez envie de partager, vous pouvez mettre un petit mot dans le chat. C'était comment pour vous ce moment? Et en fait, ça peut être toutes les expériences sont les bienvenues. Peut-être c'était agréable, peut-être non. En fait, parfois, en fait, on essaie la méditation et on trouve que c'est compliqué comme ça. Et donc, il n'y a aucun souci. En fait, il y a zéro jugement sur votre expérience et on a envie de savoir comment ça s'est passé pour vous. Donc là, en fait, je vous montre ce schéma qui est le process de la mindfulness. Et je vous montre ça pour que cela ne soit pas quelque chose de trop abstrait. Souvent, on a l'impression que, voilà, en fait, comment est-ce qu'ils font ces gens qui restent longuement dans un temps de pratique. Mais tout simplement, en fait, vous avez vu, en fait, à un moment, on va placer l'attention sur la méditation, sur la respiration, pardon. Et on prend la respiration comme un support d'attention. Là, on est quelque part, en fait, on est en train d'apprendre à notre attention à se diriger là où on a envie qu'elle se dirige. Elle se dirige parce qu'elle est souvent, elle a une tendance à s'égarer. Donc, on suit la respiration. Dans le process, en fait, ce qui est parfaitement normal, c'est que l'esprit, en fait, il va aller ailleurs. En fait, on a 60 000 pensées dans une journée et c'est normal, en fait, que certaines de ces pensées vont venir pendant que je suis en train d'essayer de méditer. Donc, je vais être distrait par un bruit, par voilà, un inconfort. Et puis, à un moment, je vais voir, je ne suis pas, en fait, mon attention n'est pas placée sur ma respiration. Et je vais récupérer l'attention et je vais à nouveau le mettre sur ma respiration. Et la méditation de pleine conscience sur la respiration, c'est ce cycle. Je vais passer par les étapes, fois après fois. C'est comme quand vous allez dans une salle de fitness et vous prenez un haltère et vous allez faire des répétitions. Vous savez en fait que si vous allez à la salle de fitness une fois et vous prenez l'haltère en fait 15 fois en fait que ça ne va pas faire grand-chose pour changer quoi que ce soit, mais on sait que si on le fait régulièrement en fait sur des durées plus longues, que en fait il y a quelque chose qui va se modifier. Et cet exercice, c'est comme ça, c'est qu'on va muscler l'attention
parce que la capacité à se connecter à la pleine conscience est liée à notre capacité à pouvoir diriger l'attention vers quelque chose pendant un moment. Donc, des conseils en fait pour cette pratique sur la respiration, c'est de prendre un moment dans votre journée pour faire ce process. Vous le faites autant de fois en fait que ça se passe. Souvent, les gens aiment quand on commence en fait, on aime utiliser euh, une alarme, on met 5 minutes et puis on se concentre sur la respiration. Et puis, en fait, vous observez votre esprit pendant ces 5 minutes. Et parfois, en fait, on va, waouh, mon attention part tout le temps, en fait, je n'arrive pas à me concentrer. Et c'est normal, en fait, c'est OK, ça fait partie de notre point de départ, en fait, au début. Notre esprit n'est pas du tout habitué à ça. Il a beaucoup de mal à le faire. Et c'est quelque chose qui se développe avec la pratique, en sachant que ce n'est pas possible en fait de vider l'esprit, comme on entend parler des fois. En fait, le fait qu'il y ait des pensées, ça fait partie des choses et c'est très naturel. Alors, une deuxième pratique, en fait, on va parler rapidement des émotions. On a parlé déjà de l'intelligence émotionnelle. Je voudrais faire un focus sur qu'est-ce que c'est une émotion. Et, là, en fait, je vous ai mis un descriptif. Une émotion, c'est un regroupement de phénomènes. C'est quelque chose de très dynamique. Et dans un premier temps, vous allez avoir quelque chose qui se passe, en fait. Peut-être mon chef me dit, j'ai besoin de te parler. OK, ça c'est les circonstances. L'appréciation. Est-ce que j'aime ou je n'aime pas? On est constamment en train de juger notre expérience et on cherche à avoir plus d'expériences plaisantes et à diminuer la part d'expériences difficiles ou vécues comme négatives. Donc, par la suite, il y a tout un tas d'événements qui vont se passer, qui vont émerger. Mon visage va changer, ma posture, ma voix peut changer. Je peux avoir envie de faire quelque chose. Peut-être j'ai envie de courir, ou peut-être je me sens en colère. Et peut-être j'ai les moins moites. Je peux avoir une boule au ventre. Je peux avoir peut-être la gorge sèche. Donc, quand j'ai une émotion, c'est quelque chose qui émerge et qui est dynamique. Donc, une émotion ne reste pas sur la durée. En fait, c'est comme un nuage qui passe dans le ciel. En fait, c'est quelque chose en fait qui est de passage. Et donc, ces émotions, comme j'ai mentionné tout à l'heure par rapport à l'intelligence émotionnelle, notre capacité à nous connecter à nos émotions fait partie de nos compétences émotionnelles. Et dans la pratique de pleine conscience, on va prêter de l'attention aux émotions. On va dire que ça fait partie de notre expérience et donc c'est important pour nous. Et donc, là, je vous ai mis un schéma, en fait, d'une étude où on a demandé à des participants à l'étude à décrire leur expérience de différentes émotions avec des degrés, une échelle de degrés, en fait, et l'idée, en fait, de chaleur, de froideur. Et vous voyez en fait les différents types d'émotions, la tristesse, comment ça a été décrit, le bonheur, en fait, l'amour, la dépression. Et en fait, on voit ces différentes merci. En fait, on voit les différentes émotions en fait dans toute leur
toute leur diversité d'expériences humaines est très diverse. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils ont fait cette étude dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, et n'importe où on est dans le monde, on décrit nos émotions. Quand on vit une émotion, on le vit vraiment de la même façon. Physiologiquement, il se passe la même chose dans nos corps. Donc, c'est intéressant, en fait, de voir qu'il y ait ces émotions qui sont présentes et comment est-ce que je me connecte à ces émotions dans la journée. Donc, j'ai plusieurs suggestions pour vous. Une chose, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle un stop. C'est en fait quand il y a une émotion forte qui arrive, hein, là c'est vraiment pour une émotion négative et forte où on sent en fait qu'on va réagir avec beaucoup d'empathie, je vous dis que c'est pas nécessairement facile de faire d'utiliser cet exercice, mais c'est intéressant de l'explorer avec le temps. En fait, c'est un acronyme. On dit en fait que le S, c'est déjà pour stop. En fait, se dire en fait quand il y a une émotion très forte, en fait, je vais m'arrêter. Je fais un stop. Le T, en fait, c'est cette idée que tu prends le temps d'une respiration. On peut dire temps ou tu prends le temps d'une respiration. Donc déjà en fait un souffle. Le O, c'est observer. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et puis, le P, ça va être en fait, en anglais, on dit proceed. En fait, on va réagir, on va répondre. Qu'est-ce que on va continuer? Et donc, il y a cette idée, en fait, déjà, le concept du stop, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tout ça, mais juste cette idée, en fait, quand j'ai une émotion forte, j'ai la possibilité de m'arrêter. Je ne suis pas obligée d'aller et de me diriger directement dans l'action. J'ai une invitation par le stop de dire, je m'arrête, je prends une respiration. Qu'est-ce qui se passe pour moi? OK, après, je réponds. Après, je vais voir, en fait, ce que je vais faire. Et quand vous faites ça, vous ralentissez en fait l'activité cérébrale. Ce sont des choses qui se passent dans des millisecondes. Et en fait, le fait que vous allez prendre le temps d'une respiration, waouh, vous multipliez le temps que votre néocortex puisse avoir pour créer une réponse qui est alignée avec qui vous êtes, vos valeurs, ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, il y a le stop qui est une possibilité qu'on peut utiliser quand on est dans notre environnement professionnel. Ça ne prend pas beaucoup d'efforts, c'est juste qu'il faut se souvenir. Et en fait, vous pouvez mettre un petit stop sur votre agenda ou dans le coin du bureau, en fait, et essayer de voir comment ça se passe. Une autre chose pour apprendre à comprendre les émotions, il faut vraiment prendre le temps de les observer. Et donc, je vous invite à la fin de la journée de tenir un petit journal de bord et d'analyser ce qui s'est passé dans votre journée. Souvent, la journée, elle est en mode accéléré. On a l'impression que voilà, c'est tellement chargé que voilà, je ne sais même plus ce qui m'est arrivé dans cette journée. Je vais sortir avec une sorte de sentiment c'était bien, c'était pas bien. Avec le journal, je vous invite tous les soirs pendant une semaine d'essayer de voir, de décrire qu'est-ce qui était agréable, qu'est-ce qui était plaisant, qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce qui était difficile, qu'est-ce qui était éprouvant. Et de regarder, de nommer ces événements et puis de plonger dedans. Quelles étaient les émotions qui étaient associées avec ces différents événements? Qu'est-ce que j'ai vécu vraiment? Et puis, en fait, je peux aller plus loin et je peux dire, est-ce que j'ai eu la réponse que j'avais envie d'avoir? Est-ce que j'aurais eu envie de réagir autrement? Qu'est-ce qu'il y avait comme option? Et vous verrez, en fait, ça permet avec le temps, en fait, de sentir toute la texture des possibilités quand on est dans le moment présent, quand on est dans la situation qui peut être très chargée. Donc, pour comprendre les émotions, deux choses, en fait, déjà, la possibilité, en fait,
d'écrire et puis la possibilité de faire des arrêts à l'intérieur de la journée. Une dernière pratique que je voudrais partager avec vous, et ça va être un petit peu vos devoirs en fait à la fin de cette conférence, ce serait de cultiver une écoute généreuse, en sachant que les émotions sont contagieuses. Donc, quand vous vivez quelque chose, en fait, les autres peuvent sentir et observer en fait inconsciemment ou consciemment. Ça se passe à un niveau inconscient. Ils prennent l'information sur ce qui est en train de se passer. Et souvent, on ne conscientise pas ce qu'on sait en train de se passer. Par exemple, quand on rentre dans une salle de réunion, mais on est toujours, tout le temps, on est en train de passer nos états émotionnels les uns aux autres. Et le plus haut que vous êtes dans une hiérarchie, le plus contagieux que vous êtes. En fait, en fait, si vous avez beaucoup de colère, beaucoup de tension, vous passez ces états en fait directement aux personnes qui vous accompagnent. Alors, je vous invite à essayer une réunion en pleine conscience où vous allez commencer en donnant la parole aux personnes qui sont présentes et en leur demandant en fait de dire dans quel état ces personnes se retrouvent ou viennent vers la réunion. Est-ce qu'on utilise en fait la météo? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une journée ensoleillée pour la personne? Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est nuageux ou partiellement? Et en fait, on n'a pas nécessairement besoin d'aller en détail de pourquoi on est en train de vivre tel état émotionnel, mais je vous invite à voir, juste en prenant l'information de comment vont les personnes, ça va vous donner une lecture différente de votre réunion. Et parfois, en fait, même si dans la vie professionnelle, on n'a pas envie de partager tous les éléments de notre vie privée, mais ça nous donne un espace de dire, voilà, je ne suis pas au top de ma forme et on n'a pas besoin nécessairement de détailler, mais ça permet de communiquer avec les autres et pour vous, quand vous êtes leader de la réunion, de prendre l'information sur qui vous avez avec vous et dans quel état les personnes se retrouvent. Et puis, une dernière pratique, c'est l'écoute généreuse. Je vous invite à essayer une écoute plus généreuse avec, quand une personne s'exprime, essayez de voir en fait si vous pouvez écouter un peu plus en silence, en restant connecté par le langage corporel. Alors, si on a une tendance à beaucoup parler, en fait, ça va être un peu étrange pour notre entourage qu'on soit un peu plus silencieux. Mais je vous invite à voir si vous pouvez mettre une touche de silence, de générosité, de présence à l'intérieur de vos communications avec d'autres personnes. Et quand vous êtes en train de vous exprimer, d'utiliser le jeu, de vraiment poser l'attention sur quelle est mon expérience, partager son expérience avec l'autre. Au lieu de rebondir tout de suite de faire du tac au tac en ping-pong, va te créer un peu d'espace, un peu de silence à l'intérieur de la conversation. Et puis, en fait, vraiment laisser quand l'autre s'exprime, vraiment leur donner pleinement le droit à la parole. Et puis, en fait, prendre votre tour, vraiment quand vous êtes sûr que l'autre est allé jusqu'au bout de leur réflexion. Donc, essayez une écoute plus généreuse. Merci beaucoup pour vos questions. Nous en avons reçu quelques-unes dans le chat et par ailleurs par email. Donc, une première question qui est une double question. Quelle est la durée idéale d'une séance de méditation et le meilleur moment de la journée pour la faire? Alors, merci pour cette question. C'est une question qui émerge souvent quand on partage la méditation. Le meilleur moment de la journée, je vais commencer par ça, c'est difficile à déterminer parce que c'est le moment où vous allez le faire. En fait, le problème avec la méditation, c'est qu'on a du mal à trouver le temps à pratiquer. Et je pense que ce qui est facile pour beaucoup de personnes, c'est d'avoir un rituel
Et certaines personnes disent, moi, je ne suis pas du matin, je ne peux pas faire ça le matin. D'autres personnes disent, en fait, voilà, j'aime méditer avant de commencer ma journée. Certaines personnes disent, j'aime faire ça avant de rentrer au travail, parce que ça me fait une sas entre la vie professionnelle et la vie privée. D'autres personnes disent qu'au moment du sommeil, en fait, avant de me coucher, en fait, de s'asseoir et de faire sa méditation, c'est le meilleur moment parce que ça leur permet de, quelque part, fermer tous les tiroirs qu'ils ont ouverts dans la journée et pouvoir, en fait, lâcher prise sur tout ce qu'on a dû faire dans la journée et puis se glisser vers le sommeil d'une façon plus sereine. Et donc, pour le temps à consacrer à la méditation, je vous encourage à utiliser des temps courts pour commencer. En fait, 10 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, en fait, pour que ça ne donne pas l'impression d'être quelque chose de trop imposant, exigeant dans nos plannings qui sont souvent très chargés. Une autre question. Comment arriver à faire le vide 10 minutes quand le retard s'accumule et les sollicitations de toutes parts augmentent? Alors, merci pour cette question. Ça nomme quelque chose qui, pour moi, c'est quelque chose qui s'est dit souvent, en fait, sur la méditation, il s'agit de faire le vide. Et ce n'est pas le cas. En fait, si on revient sur ce schéma en fait, sur le process de la mindfulness. L'idée, ce n'est pas de faire le vide, mais d'être présent. Et alors, comment le faire, en fait, quand il y a beaucoup de sollicitations? Ça, c'est quelque chose que je comprends, en fait. Je lutte moi-même avec cette question. En fait, pour moi, quand on n'arrive pas à trouver le temps, c'est lié à une croyance qu'on n'est pas si important que ça. Et en fait, je vous invite à vraiment visiter en fait cette idée que moi qui a la responsabilité de beaucoup de choses, qui a peut-être des enfants, peut-être un partenaire, un époux, en fait, que moi, en fait, dans ce monde, en fait, avec nos vies professionnelles, toutes les exigences, l'idée, en fait, que moi aussi, je suis importante et que 10 minutes pour moi, en fait, ce n'est pas trop à demander. C'est ça l'idée, en fait, de base. Mais on lutte souvent quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Souvent, c'est parce qu'il y a une croyance on pourrait explorer. Et je vous invite à faire quelque chose, en fait, pour vous envoyer ce message que je m'offre la méditation. En fait, c'est pas quelque chose en fait que je m'impose. Je me fais un cadeau parce que moi aussi je suis quelqu'un d'important. Prochaine question. Magali nous dit qu'elle pratique le matin depuis 1 an, mais elle a toujours besoin d'être guidée par Petit Bambou. Comment démarrer la méditation libre? Ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser l'application peut-être un jour, en fait, peut-être prendre un temps, une journée, en fait, vous ne l'utilisez pas et voir en fait ce que ça donne. C'est vrai que le fait d'avoir une application et d'être guidé, ça nous soutient. Il y a aussi dans les applications la possibilité de mettre le temps et de juste avoir les cloches. Et donc ça, c'est aussi une possibilité de certains jours, en fait, ne pas prendre la méditation guidée et choisir le temps avec, voilà, en fait, je mets 15 minutes et je dis que je veux des cloches, en fait, à telle fréquence et on essaye. En fait, je vous invite vraiment à essayer et puis, en fait, ne pas trop vous mettre la pression. En fait, vraiment sentir que le fait de prendre ce temps pour vous, en fait, depuis 1 an est vraiment... et en fait, c'est quelque chose que vous offrez à vous-même et j'imagine que vous pouvez sentir que ça vous apporte quelque chose. Et donc, je vous invite à ne pas mettre trop de pression.
Suite à la pratique de tout à l'heure, je crois qu'on a reçu 2 témoignages qui indiquaient « J'ai beaucoup bâillé, est-ce normal ?» Oui, c'est normal. Surtout dans notre société, dans notre culture, on a deux types d'énergie. Soit on est en accéléré, on est à fond la caisse, soit on est un peu dans le canapé, il n'y a plus personne à la maison. En fait, ne me posez plus, ne me demandez plus rien. Et en fait, c'est les deux énergies qui sont vraiment reconnues culturellement. Et en fait, la mindfulness, c'est une troisième énergie où en fait je suis ni en fait en excès d'énergie ni en fait dans une sorte d'absence. Je suis présent. Je vais offrir l'énergie juste à ce que je suis en train de faire. Mon attention n'est pas partout, elle est posée sur ce que je suis en train de faire. Et donc ça, c'est tellement nouveau. Et donc, votre corps, quand vous ralentissez comme ça pour les premières fois, c'est très normal qu'il dit c'est l'heure de dormir. Il y a, en fait, en général, en fait, quand on se pose, c'est parce qu'on a le droit de déconnecter total. En fait, on n'est pas dans un effort d'attention. Donc, oui, le bâillement, en fait, signale qu'il y a un changement d'énergie. Et vous verrez, en fait, avec la pratique, que votre corps, il comprendrait que voilà, en fait, il se détend et il comprendra que c'est pas un moment de sommeil. Et puis aussi, on baille parce qu'on est fatigué et en fait, on est souvent en manque de sommeil. Donc oui, c'est tout à fait normal. Merci pour le partage. Peut-on méditer plusieurs fois dans la journée? Oui, on peut méditer plusieurs fois dans la journée et je vous encourage, même sans nécessairement faire une méditation formelle plusieurs fois dans la journée, de informellement pratiquer, de prendre plusieurs moments dans la journée et vous soufflez, en fait, vous portez l'attention sur le souffle et juste, en fait, juste quelques respirations. Si vous faites, je sais pas, 3, 4, 5 fois dans la journée, juste, en fait, une respiration, votre corps adore parce que ça lui permet de prendre un temps d'autorégulation et la tension sanguine baisse. En fait, on respire plus amplement. Il y a la tension, en fait, qui s'efface légèrement. Et en fait, parfois, en fait, on se rend compte qu'il y a des petites tensions. On a peut-être besoin de bouger ou de s'étirer, mais on ne se rendait pas compte parce on était là cramponné à l'ordinateur. Donc oui, absolument, on peut pratiquer plusieurs fois dans la journée. Quelle est la différence avec la sophrologie? Oui, la différence avec la sophrologie, on est des cousins, on pourrait dire. En fait, on a beaucoup de choses en commun. Moi, en fait, je vais pas pouvoir aller en profondeur, mais je peux dire la principale différence que moi je vois, c'est que la sophrologie a été développée pour nous aider à nous relaxer. Et la mindfulness n'est pas vraiment une technique de relaxation. C'est une technique c'est une pratique pour entraîner l'attention, pour devenir plus présent, pour vraiment prendre plus d'espace et être plus attentif à son expérience et à son corps. Mais pas nécessairement avec l'intention il y a plein d'intentions à laquelle on peut l'associer, mais ça peut en fait, ça peut ne pas être lié à la relaxation et à la recherche nécessairement spécifiquement d'un bien-être. Donc le mindfulness, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tous les domaines de la vie. Moi, je travaille beaucoup sur le leadership en pleine conscience et en fait, on n'est pas vraiment en train d'apprendre aux leaders à se relaxer, mais à être dans une énergie juste et dans une attention très présente pour pouvoir améliorer leur leadership. Voilà. Est-ce qu'en fait, je pense que il y a une question sur la différence avec le yoga aussi. Bon, je mentionnerai très rapidement que ce sont des pratiques très anciennes, contemplatives, méditation et yoga, très liées, en fait, dans les origines du yoga, le yoga était une préparation à la méditation.
Donc, on va trouver une invitation à la présence différemment, mais il y a beaucoup de liens. Moi, ce que je trouvais, en fait, quand j'ai commencé à me pencher sur les sujets, c'est que souvent, les salariés, les professionnels faisaient beaucoup de choses pour leur bien-être, yoga, sophrologie, même méditation, mais ne faisaient pas le lien avec leur quotidien au travail. Et mon invitation pour vous, c'est d'essayer de voir en fait comment est-ce que j'apporte les éléments de ces moments en fait que je m'offre à l'extérieur de la vie professionnelle et j'amène ça à l'intérieur de ma vie professionnelle pour que je m'accompagne mieux et pour que je puisse en fait être plus connectée à ce qui est en train de se passer autour de moi. OK. Moi, je voudrais vous remercier. Merci Virginie pour ton aide et merci Sophie pour l'invitation à vous faire cette présentation ce matin. J'étais vraiment ravie d'être avec vous. Je n'ai pas pu lire tous vos commentaires au fur et à mesure, c'est Virginie qui était en train de le faire. Mais là, en fait, je vais lire en fait les derniers commentaires. Donc, si vous voulez en fait me mettre un petit mot sur voilà comment était cette expérience pour vous, j'en serais ravie de les lire et je vous remercie. Une très belle journée à tous et à toutes et à très bientôt.